Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Un conseil des ministres s'est tenu hier au palais présidentiel. Au nombre des sujets évoqués, la pêche en Côte d'Ivoire et la redynamisation de ce secteur qui connaît un déficit d'environ 200 000 tonnes au niveau de la production. Jérôme Kofi Aboulin. Ambiance relaxe à la sortie du Conseil des ministres ce mercredi. Signe que la réunion s'est bien déroulée à l'instar de celle tenue les semaines précédentes. Comme d'ordinaire, divers sujets sur le développement ont été passés au peigne fin, notamment la situation de la pêche. Selon le Conseil, le secteur, face à un déficit d'environ 200 000 tonnes au niveau de sa production, a besoin d'être réorganisé en vue d'une gestion plus durable. Il faut dire que ce secteur est très important dans notre pays. L'industrie tonnière, par exemple, occupe le 6e rang des exportations de notre pays. Les valeurs des exportations sont supérieures à 100 milliards de francs CFA annuellement. Le port autonome d'Abidjan est le premier port tonnier africain. La pêche occupe plus de 100 000 personnes actuellement dans notre pays. Il se trouve que ce secteur, malheureusement, fait face à des difficultés, notamment la réduction nette du patrimoine halieutique, la dégradation que nous observons des conditions de vie et de travail des pêcheurs, la diminution considérable des activités de pêche également, et puis le déficit que notre pays connaît au niveau des produits de la pêche, déficit aujourd'hui estimé aux environs de 200 000 tonnes. Donc ce projet de loi vise à favoriser, en tenant compte du contexte national et international, la gestion durable des ressources halieutiques, de manière générale, le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il s'inscrit dans la lettre de politique du secteur de la pêche et de l'aquaculture, élaborée en 2006 et répond aussi bien aux obligations communautaires de notre pays qu'à celles de l'État ivoirien. État ivoirien en sa qualité d'État côtier, en sa qualité d'État de port, en sa qualité d'État du pavillon et en sa qualité d'État de commercialisation des produits de pêche. Le Conseil a également fait part des dérives constatées au niveau des médias, notamment audiovisuels, s'agissant du passage à l'antenne de certaines personnalités religieuses ou des tradis praticiens. Pour le Conseil, il faut une application rigoureuse des textes afin de parvenir à un meilleur contrôle destiné à éviter ce qu'il convient d'appeler la publicité mensongère. Les organes de médias devront désormais exiger de l'usager des documents administratifs établissant son existence juridique et sa capacité à agir. Intégrer et établir une différenciation entre les types d'informations, identifier la nature du service concerné ainsi que sa conformité aux lois et règlements en vigueur. Le média devra s'assurer de ce que l'espace de diffusion sollicité est conforme à l'objet de l'intervention, informer effectivement et préalablement les usagers des conditions d'accès et de passage, ainsi que des sanctions encourues en cas de violation des textes régissant l'objet de son intervention, suspendre à titre conservatoire le droit d'accès des usagers contrevenants récidivistes et créer un espace de communication pour la diffusion de spots et autres films de promotion après un strict contrôle a priori pour réduire les risques de dérapage en direct. L'autre sujet majeur abordé a été la question de la corruption. Un décret a même été pris sur cette question. Il s'agit de la mise sur pied de mécanismes traduisant la volonté des autorités ivoiriennes de lutter efficacement contre ce fléau et les infractions assimilées, à savoir l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent et les conflits d'intérêts. Hier, dans l'après-midi, le président de la République a inauguré une nouvelle centrale à cycle combiné. L'ouvrage est situé dans la zone industrielle de Vridi. Il coûte près de 225 milliards de francs CFA. Durée des travaux 2 ans. La nouvelle centrale comprend 2 turbines à gaz et une turbine à vapeur. Sa réalisation traduit la volonté de la Côte d'Ivoire de devenir un hub énergétique dans la sous-région. Rendons-nous à Yamoussoukro où se trouve un collège dénommé Alfred Koba. Il a été entièrement construit par le district et il fait face à de nombreuses difficultés. Eugène Atoubi. Sous une chaleur torride, les élèves du seul établissement secondaire d'Atiguaco rejoignent leurs domiciles respectifs.
Il est 13h ce jour de classe. Au sein de l'école, il y a encore de nombreux élèves qui font cours à cette heure, soumis au rythme de la double vacation. D'année en année, nos effectifs augmentent. Nous sommes passés de 500 élèves à 1000 élèves. Nous sommes dans un établissement qui reste en construction. Depuis 13h, je suis arrivé. Normalement, j'ai cours à 14h. Donc, mais pour le moment, on n'a pas une salle. Donc, c'est pour ça qu'on est là patienté. Le collège moderne Alfred Koba d'Ateguakro dispose de seulement 10 salles de classe depuis son ouverture en 2008 à aujourd'hui. Après plus de 5 années de fonctionnement, aucune nouvelle classe n'est venue en ajout, contre toute attente. L'administration du collège a dû transformer certains bureaux dans les bâtiments inachevés en salles de classe pour combler le déficit harassant pour les enseignants et préjudiciable aux élèves. Ici, un cours de physique auquel assistent les élèves de première D. Un bureau dans le bâtiment administratif toujours inachevé a été aménagé pour faire office de salle de classe. Et souvent même, si nécessaire, ce préau reçoit les élèves pour cours. 10 salles de classe pour 1120 élèves. Un véritable casse-tête pour enseignants et personnel administratif, témoin du total dénuement du collège Alfred Koba d'Ateguakro. La salle des profs n'existe pas. Et quand vous prenez les conditions de travail pour les élèves aussi, c'est compliqué. Les salles sont bondées d'élèves. De sorte que la pédagogie qu'on nous demande là, c'est difficile de l'appliquer. Problème d'infirmerie. Lorsque les enfants sont malades, ils sont obligés de marcher pour aller jusqu'au village pour se faire soigner. Problème de bibliothèque, problème de cantine. Nous travaillons dans des conditions vraiment pénibles. Je suis en terminale A2 et en ce moment, je n'ai pas de professeur de philo. Lorsque nous quittons l'EPS, nous sommes obligés de partir au village pour boire de l'eau. C'est vraiment pénible. Le collège Alfred Koba d'Ateguakro est à sa première promotion terminale cette année scolaire 2015-2016. L'établissement présente ses premiers candidats à l'examen du baccalauréat et veut s'illustrer de fort belle manière. Un objectif ambitieux dont l'atteinte passe par ce qui va résulter de ce plaidoyer en faveur d'un établissement sans terrain de sport pour les cours d'EPS et où l'accès à l'eau et à l'électricité reste une équation difficile à résoudre. Au collège Alfred Koba d'Ateguakro, une promotion entière, celle de 6e, est privée de cours de français, faute d'enseignants dans cette matière. Dure réalité pour ce collège, dure réalité aussi, celle touchant l'école maternelle de cette localité où les tout-petits et leurs maîtresses travaillent dans un total dénuement. Le ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, Alain Richard Dongoyi, a effectué mardi une visite de travail à la caserne de la gendarmerie d'Abidjan-Agban, une visite inaugurale au cours de laquelle il a pu s'imprégner des réalités de la gendarmerie nationale. Abou Sanogo. Toutes les composantes de la gendarmerie étaient représentées à cette rencontre pour recevoir le ministre chargé de la Défense, à qui le général de corps d'armée Gervais Kwasi Kwaku, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, a dit le mot de bienvenue. Poursuivant, le général Gervais Kwasi a salué les actions du ministre Alain Richard Dongoyi à travers le Conseil national de sécurité et sous la houlette du président de la République Alassane Ouattara, actions qui, dira-t-il, ont fortement aidé à la restauration progressive de la capacité opérationnelle des forces. Saisissant l'occasion, le général de corps d'armée Gervais Kwasi a réaffirmé l'engagement de la gendarmerie nationale à demeurer fidèle aux institutions de la République. Nous voudrions vous assurer de notre entière disponibilité à servir avec honneur et loyauté les institutions de la République. En réponse, le ministre Alain Richard Dongoyi a indiqué ne pas se trouver en terrain étranger, d'autant que justement, sur instruction du président de la République, il a pu modestement contribuer aux réflexions sur les travaux qui donnent aujourd'hui à la Côte d'Ivoire une loi de programmation militaire. Cette loi de programmation militaire, nous nous devons de nous l'approprier. Dans un avenir proche, j'initierai un séminaire sur cette loi pour mettre tous les responsables de notre ministère et de nos services, de vos structures, au même niveau d'information. Avant de prendre congé des gendarmes, Alain Richard Dongoyi leur a exprimé le soutien du chef suprême des armées et les a félicités pour le travail qu'ils abattent au quotidien dans les villes et les hameaux au péril même de leur vie.
Procès des assassins présumés du général Robert Guéhi et ses proches. Les accusés ont plaidé non coupables. Ils estiment que leur complicité n'est pas établie. L'accusation a pour sa part requis la perpétuité contre le lieutenant-colonel Dogboblé Bruno et le capitaine Anselme Sekaseka Yapo, ainsi que des peines d'emprisonnement allant de 10 à 20 ans contre les autres prévenus. Le verdict est attendu ce matin. À l'étranger, un dernier hommage a été rendu hier aux casques bleus, tués vendredi dernier dans le nord du Mali. La cérémonie s'est déroulée au quartier général de la MINUSMA. Ces soldats étaient guinéens et comptaient une femme dans leur rang. L'attaque a été revendiquée par le groupe Ansardine. Des cercueils recouverts de drapeaux bleus onusiens. La MINUSMA rend un dernier hommage aux 7 Guinéens tués le 12 février lors d'une attaque contre leur camp à Kidal, dans le nord-est du Mali. Ils ont fait le sacrifice ultime pour défendre les valeurs de la paix face à des barbares uniquement animés par la haine et le chaos. Ce chaos, la MINUSMA ne le permettra plus. Elle se dit déterminée à dérouler l'accord dans son intégralité signé en mai-juin entre le gouvernement malien et l'ex-rébellion. Ces sacrifices renforcent encore notre détermination dans la quête d'une paix définitive dans ce pays par la mise en œuvre intégrale de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Après les derniers hommages à Bamako, les corps des 7 casques bleus guinéens seront rapatriés à Conakry, en Guinée. Le chef de la MINUSMA accompagnera les dépouilles à bord d'un vol spécial. L'attaque à la voiture piégée doublée de tirs de roquettes du 12 février dernier a été revendiquée par le groupe djihadiste Ansardine. La MINUSMA, déployée depuis juillet 2013, est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vie humaine, après la Somalie en 1993-1995. En Centrafrique, les premiers résultats du second tour de la présidentielle du dimanche commencent à être connus. Les premières tendances ont été publiées par le président de l'Autorité nationale des élections, le candidat Faustin Archange Touadéra, devant son adversaire Anissé Georges Dologuélé. Ce dernier conteste déjà ses résultats. Le taux de participation de ce second tour pourrait atteindre les 63% contre 80% au premier tour. Le vainqueur de ce scrutin présidentiel ne sera pas connu avant une semaine. Les Libyens célèbrent les 5 ans de la Révolution, drapeau dans la main. Des milliers de personnes se sont rassemblées hier à Tripoli pour célébrer sous haute sécurité le 5e anniversaire de la Révolution contre le président Muammar Kadhafi. Adama Kamagate, Thomas Gessambi. Pour l'an 5 de la révolution libyenne, comme à l'accoutumée, les révolutionnaires n'ont pas voulu se faire compter l'événement. Ils étaient plus d'une centaine rassemblés ce mercredi en plein centre de Tripoli pour fêter leur révolte qui a mis fin à 42 ans de pouvoir sans partage du régime Muammar Kadhafi. J'ai vécu dans la misère sous le régime précédent. J'ai été emprisonné pendant ma lune de miel. Je ne veux pas que mon fils ou d'autres jeunes vivent ça. Je veux qu'ils vivent dans la prospérité. Si à Tripoli, les habitants sont satisfaits de la fin du règne de Muammar Kadhafi, à Benghazi, l'une des principales villes symboles de cette révolution, les avis sont plutôt mitigés. La révolution a mis en place beaucoup d'objectifs. Nous parlons et nous nous sentons libres. Nous avons de grands espoirs. Quand nous avons commencé la révolution, nous pensions que nous allons vivre dans le confort et le bonheur. Mais nous avons été déçus, car nous faisons face à la faim, aux faibles salaires. Le pays est totalement détruit. C'est en février 2011 que la vague du printemps arabe avait gagné le pays. Après 4 mois d'hostilité, le régime de Muammar Kadhafi est défait, donnant ainsi du succès à la révolution. Mais depuis, c'est une Libye affaissée qui peine à trouver un équilibre social et économique. Aussi, le pays peine à trouver des leaders politiques pouvant permettre son éclosion. 2 parlements se disputent depuis plus d'1 an et demi le pouvoir dans le pays.
Le parlement basé à Tripoli, tenu par d'anciens combattants islamistes, et celui de Tobrouk, reconnu par la communauté internationale. Même si ces deux parlements sont parvenus à un accord dimanche dernier pour un gouvernement d'union nationale, leurs divergences quant à elles ont plutôt profité au groupe État islamique. Ce groupe a profité du chaos politique et sécuritaire qui s'est installé depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. L'État islamique a gagné du terrain. Elle a fait de l'une des villes stratégiques libyennes, Sirte au bord de la Méditerranée, une des bases où elle entraîne aujourd'hui des djihadistes libyens et étrangers. Au moins 28 personnes ont été tuées et 61 blessées lors d'une violente explosion survenue mercredi dans le centre de la capitale de la Turquie, Ankara. L'attaque a visé des cars de l'armée près de la place centrale de Kizilay, où se trouvent de nombreux ministères, l'état-major des armées et le Parlement turc. Cet attentat n'a fait l'objet d'aucune revendication. Affaibli au sein du ZANU-PF, parti au pouvoir au Zimbabwe, l'ancienne vice-présidente de Robert Mugabe a annoncé hier la formation de son propre parti. Selon Joyce Mujuru, la nouvelle formation politique s'appelle People First, le peuple d'abord. La veuve de Solomon Mujuru, chef historique de l'armée du Zimbabwe, décédé dans l'incendie de sa maison le 16 août 2011, avait accédé à la vice-présidence en 2004 après avoir occupé divers portefeuilles ministériels depuis l'indépendance du pays. Après près de 10 ans de procédure judiciaire, le fondateur de l'Arc de Zoé, Éric Brito, et sa compagne Émilie Lelouch ont été condamnés définitivement par la justice française hier, après le rejet de leur pourvoi en cassation. Cette décision clôt un chapitre judiciaire qui a duré près de 10 ans. Le couple avait été arrêté à Abéché, dans l'est du Tchad. C'était le 25 octobre 2007, avec une quinzaine d'Européens, alors qu'ils s'apprêtaient à exfiltrer illégalement 103 enfants présentés comme des orphelins du Darfour. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble. Avec RTI Mobile, profitez des programmes de la RTI sur l'écran de votre choix. Sur votre smartphone ou votre tablette. Suivez votre télévision en direct. Revoyez les programmes quand vous le souhaitez avec la fonction replay. Avec la grille TV, prenez connaissance de votre programme. Téléchargez gratuitement votre application sur Android et iOS. RTI, partout et toujours avec vous.